Bonjour à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année. Il est un sujet que nous n'avons pas encore abordé au cours de nos émissions, c'est celle de la place des personnes handicapées en entreprise. Pour leur permettre d'accéder au monde du travail, le législateur a mis en place toute une série de règles, mais dans la réalité, les entreprises respectent-elles les obligations qui leur sont faites? Peut-on réellement dire que les personnes handicapées sont bien accueillies, bien intégrées au sein des entreprises? Pour faire le point, j'ai le plaisir de retrouver Joseph Touvenel, bonjour, Bonjour. vice-président de la CFTC, et à vos côtés Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Bonjour. Joseph, on va commencer par un point sur la place des personnes handicapées dans l'entreprise. Je suis sûre que vous connaissez tous les chiffres. Que prévoit la loi aujourd'hui? Je ne connais pas tous les chiffres, mais déjà, la place des personnes handicapées dans l'entreprise, c'est la place des personnes handicapées dans la société. L'entreprise n'est pas hors sol. Et les dérives qu'on va pouvoir retrouver dans certaines entreprises, c'est les dérives qu'on retrouve dans la société en général. Alors, la loi prévoit qu'une entreprise, à partir de 20 salariés, ait 6% de travailleurs handicapés. Mais il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire je ne peux pas prendre, parce que la spécificité de mon entreprise ne me le permet pas, des travailleurs handicapés. Je peux faire travailler, par exemple, acheter un certain nombre de fournitures dans un centre qui fait travailler les personnels handicapés, et c'est valable. Et puis, si vraiment je prends personne, eh bien, je paye directement à un organisme qui s'appelle l'AGFIP. C'est assez équilibré. Après, c'est des questions de volonté. Il y a des entreprises qui pourraient avoir des personnes handicapées et qui n'en veulent pas et qui préfèrent payer, c'est aussi une réalité. Mais je reviens sur le départ, c'est à l'image de ce que fait, de ce que ressent la société. Moi, je suis frappé quand on va dans des pays, par exemple, vous allez en Irlande, vous allez en Écosse, vous arrêtez votre voiture à une station-service, vous avez des gens qui viennent vous servir et fréquemment des gens handicapés, notamment des trisomiques. Donc, ils ont un emploi, ils ont une vie dans la société normale, avec les autres. En France, on ne les voit quasiment pas. Ça me pose un problème. Et c'est le même problème qu'on va retrouver dans l'entreprise. Quelle est la place de l'autre qui est différent dans le monde en général, le monde de l'entreprise en particulier? Jean-Eudes Tesson, pourquoi est-ce que les entreprises ne veulent pas de personnes handicapées dans leur... Avant de répondre, je voudrais rectifier et préciser plutôt que lorsque les sociétés, les entreprises payent une cotisation à la GFIC plutôt que d'avoir 6% de personnes handicapées ou de faire appel à des services, des achats venant des AD par exemple, le fait de payer, ce n'est pas une sanction. C'est un choix qui leur est proposé et la cotisation à la GFIP va être utilisée pour promouvoir l'emploi handicapé. Et certaines entreprises peuvent se dire « moi, je n'ai pas cette possibilité d'accueillir des personnes handicapées pour des raisons diverses, mais je fais ce choix de cotiser à la GFIP. » Alors, c'est un choix souvent par défaut dans la réalité, parce que les entreprises, et les dirigeants en particulier, qui ont dans leur famille des personnes handicapées, qui sont très souvent, qui se sentent concernés et qui sont préoccupés par cet emploi des personnes handicapées, ne peuvent pas le faire, ou pas suffisamment, parce que... Pourquoi? Ça coûte cher d'accueillir une personne handicapée dans l'entreprise. Il faut adapter le poste de travail, il faut prévoir des instruments, un outillage d'abord, il y a handicap particulier. et handicap. Et déjà, la première chose à faire, c'est d'inciter les salariés déjà en place à déclarer un handicap lorsqu'ils en ont. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'aller révéler une faiblesse, une déficience pour un salarié, l'avouer à son patron, le déclarer donc, c'est pas toujours très simple. Parce que, et c'est un autre sujet dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est le regard sur les personnes handicapées, c'est-à-dire que si je me déclare handicapé, je vais être regardé différemment. Ça, c'est un frein. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont été embauchées au sein de l'entreprise sans avoir révélé leur handicap. Oui. Alors, ce n'est pas forcément des handicaps qui se voient dans les handicaps dont on parle, les déclarations Cotorep. Ça peut être une déformation de la hanche qui ne se voit pas. Mais qui peut être douloureuse dans une station debout, des choses comme ça qui demandent... Oui, mais les personnes, il y a des salariés qui n'osent pas le déclarer. Maintenant, dans l'embauche, il y a aussi, je crois, une méconnaissance de toutes les aides qui peuvent être apportées pour l'emploi des personnes handicapées. Et dans les aides, il y a des aides financières, bien sûr, mais des aides à l'employabilité, à des aides au poste, des aides au tutorat, des aides aux emplois d'avenir. Il y a beaucoup d'aides, mais il y en a presque trop, c'est-à-dire qu'on a parfois du mal à s'y retrouver. Moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver, et je sais que ce que nous faisons est insuffisant,
parce qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé, et je bats ma coulpe là, mais je me promets de faire mieux. En tout cas, j'ai à cœur de faire mieux, mais c'est aussi un manque de réflexion, même stratégique. Il y a des postes nouveaux qui pourraient être créés et ouverts à des personnes handicapées, mais on est pris... Il n'y a pas encore de réflexion très poussée dans ce domaine? Alors, il y a des entreprises où c'est très avancé, c'est-à-dire il y a des cellules, des grosses entreprises, où il y a des gens qui ne font que ça, qui s'en occupent à fond. Mais je voudrais revenir sur l'un des dispositifs qui est l'achat de biens ou de services à des ESAT ou à des entreprises adaptées. On pourrait beaucoup mieux faire, parce qu'aujourd'hui, enfin, je parle pour mon entreprise, la plupart du temps, nous sommes démarchés par des ESAT qui viennent nous vendre des produits d'entretien, du papier hygiénique, et une fois qu'on a acheté la palette de papier hygiénique qui n'est pas toujours de bonne qualité et qui est beaucoup plus chère, on en a pas assez au bout d'un moment. C'est le domaine de la bonne œuvre, alors qu'il y a des biens et des services de qualité qui sont proposés, mais encore faut-il leur donner une visibilité. Et personnellement, j'essaye d'agir justement pour mettre en place des moyens de donner de la visibilité à ces ESAT ou ces ateliers protégés pour que les entreprises puissent mieux les connaître. Manque de visibilité, mais d'abord, tout bêtement, c'est un frein à l'emploi, c'est un frein à l'embauche, le handicap, aujourd'hui encore? Je pense qu'une personne handicapée a plus de mal à trouver du travail qu'une personne valide. Le taux de chômage est plus élevé? Ah oui, il est beaucoup plus élevé chez les personnes handicapées, comme d'ailleurs est plus élevé le taux de personnes handicapées qui n'ont pas le niveau bac. On voit 75% dans les chiffres. Ça, c'est l'INSEE. Le double. C'est l'INSEE. Alors, il y a aussi, Jean le dit très bien, il y a handicap et handicap. Il y a ceux qui ont un handicap physique, il y a ceux qui ont un handicap mental, et il y a toute la gamme. Mais encore une fois, la vision, le regard de l'autre, et Jean-Hugues l'a abordé, le regard des collègues peut être tout à fait déstabilisant. Il n'y a pas que celui de la hiérarchie. Le regard des clients, que nous sommes tous, on voit des réactions qui sont des réactions quelquefois terrifiantes. Et puis, parce qu'on ne fait pas rentrer le handicap comme une normalité dans la société. Et pourtant, c'est une normalité. Personne n'est parfait. À la limite, tout le monde est un peu handicapé, plus ou moins, avec ses qualités et ses défauts. Puis il y a des handicaps plus lourds. Mais quand on voit comment la société s'organise, quand je vois là dernièrement des textes qui sont votés, poussés, impulsés, disant qu'en fait le bonheur c'est de supprimer les trisomiques avant qu'ils naissent, quelle idée on a de l'être humain? Quelle idée on a de l'acceptation de l'autre et de la différence? Et c'est tout ça qu'on porte, y compris dans les entreprises. Et il faudrait développer des endroits. À midi, j'ai déjeuné dans un CAT, parce qu'il est à côté du bureau. Un centre d'aide par le travail. Un centre d'aide par le travail. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre? Tous ceux qui sont au service et une partie de ceux qui sont en cuisine sont des handicapés avec un handicap mental léger, plus ou moins léger. Ils ont un travail. Ils vivent de leur travail. Est-ce qu'on mange moins bien? Absolument pas. Le chef est quelqu'un qui fait très bien la cuisine. Le service, parfois, peut être un peu plus lent. Ça peut être quelque chose peut être oublié. Il y a quelqu'un qui gère tout ça, qui le fait très très bien. Il s'appelle Monsieur Ibrahim, que je salue, qui fait un travail admirable, parce que je vois, c'est souvent des jeunes handicapés qui arrivent, et en quelques semaines ou en quelques mois, comment ils prennent confiance en eux? Parce qu'ils sont en contact avec le public, c'est difficile de servir les gens. Comment ils se retrouvent et comment ils ont la capacité de faire quelque chose. Ce qui réjouit d'ailleurs tout le monde, y compris, même si quelquefois c'est un peu plus lent, mais pas toujours, parce qu'il y a une autre vie. Il passe autre chose qu'avoir un serveur pas handicapé et mal aimable. Eh bien, je préfère avoir un jeune un peu en difficulté, souriant et qui fait des efforts, et voilà. Tout le monde a le sourire que vous avez maintenant. C'est ça aussi qu'on doit développer. Ça, c'est dit. Il y a une autre difficulté, parce qu'il est important d'en parler, c'est comment permettre à un jeune handicapé d'accéder à un métier, de découvrir un métier. Est-ce qu'il y a des entreprises en France qui ouvrent leurs portes à des stagiaires porteurs de handicap? Alors, la loi Macron permet à instaurer quelques nouveautés, dont le stage de découverte pour des étudiants. Elle a instauré aussi une autre mesure dont on ne parle pas beaucoup, c'est la capacité des personnes handicapées à s'installer comme travailleurs indépendants. Ce n'était pas reconnu comme un emploi handicapé autrefois. Donc il y a aujourd'hui des dispositifs récents, certes, mais qui permettent de préparer les jeunes personnes handicapées à acquérir, à trouver un emploi. Mais aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur ce taux de 6%.
et dans un organisme, une institution que je connais bien, puisque je suis président de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui est la fédération d'employeurs des presque 150 000 agents de la sécurité sociale. On a une politique handicap qui est assez ambitieuse, j'ai envie de dire même assez exemplaire, puisqu'on est presque à 6%. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire faire mieux? Est-ce que c'est passé de 6 à 7? Et moi, j'ai essayé de... Enfin, je me suis battu et je pense que le message est passé, on peut évidemment passer de 6 à 7 et pourquoi pas 8. Mais ce qui est plutôt une chance, c'est qu'une fois qu'on a 6% des personnes, des salariés qui sont des personnes handicapées, ils sont suffisamment nombreux pour qu'on puisse espérer changer le regard sur le handicap de la part des autres. Il y a un autre combat à mener aussi, c'est de ne pas choisir des solutions de facilité et de confier des emplois assez subalternes à des personnes handicapées. C'est vrai qu'on fait le job dans la comptabilisation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas oser leur confier des responsabilités qui aillent au-delà de ce qu'on peut imaginer d'eux, a priori, et j'insiste beaucoup sur les a priori dans ce domaine. Oui, le regard qu'on porte sur mais c'est vrai pour tous, c'est vrai, c'est-à-dire oser faire confiance. Il n'y a pas que pour les personnes handicapées, oui, c'est sûr, les jeunes, c'est des gens qui n'ont pas forcément la bonne compétence. Plus fragiles, plus défaillants que... Et je crois qu'il y a de gros efforts à faire dans ce domaine. Joseph, pour terminer. Et puis, attention à ce monde de communication, c'est-à-dire il y a deux phases. Il y a l'image qu'on projette, notamment dans les publicités de l'homme et de la femme parfaite, qui sont généralement très retouchées. Et ce n'est pas la réalité. Et donc, on nous projette dans quelque chose qui est une espèce de fiction, qui n'est pas un idéal d'ailleurs, beaucoup de pauvreté et qui est un faux modèle. Et puis, en même temps, un certain nombre d'entreprises qui jouent sur la communication. Et j'ai eu la semaine dernière un cas qui a été jugé par les prud'hommes d'un travailleur handicapé. Alors, lui, son handicap, il est progressif. C'est quelqu'un qui devient aveugle, et puis de plus en plus. Et il a été licencié. Licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse par son entreprise. Et pas une petite entreprise, mais une grosse société d'assurance qui fait de la belle communication sur son amour des autres, mais quand en interne, quelqu'un qui professionnellement est irréprochable. C'est un peu gênant, on ne va pas se fatiguer, mais d'ailleurs on vous licencie, mais c'est pas grave, vous allez de toute façon, vous êtes handicapé, vous allez avoir une petite rente. On oublie une chose, le handicapé, c'est un être humain qui a besoin, comme tous les êtres humains, de travailler, c'est-à-dire de participer à l'œuvre commune dans la société et qui se réalise par son travail. Le travail qui réalise la dignité de l'homme. Merci à tous les deux pour ce regard sur le handicap au sein de l'entreprise. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur kto-tv.com. Au revoir.